Nous vivons vraiment dans un monde formidable. L'on peut faire partie du Parti Les Républicains et avoir une passion pour les communistes. L'on peut avoir manifesté autrefois contre la loi Taubira, mais avoir désormais une passion pour la mouvance LGBT. L'on peut maintenant être catholique, mais le moins possible. Illustrons tout cela par 3 exemples concernant le monde catholique. Le journal La Croix, qui appartient à une congrégation religieuse et qui devrait donc être un journal catho, ne cesse de détruire méthodiquement la religion catholique avec une joie non dissimulée. Sa dernière facétie a consisté à critiquer avec violence le très remarquable Monseigneur Quatennose qui, dans son diocèse d'Avignon, n'a cessé d'œuvrer pour ranimer une foi catholique bien éteinte sur sa terre épiscopale. Pour le journal La Croix, bien mal nommé, l'œuvre missionnaire de Monseigneur Quatennose introduisait des tensions dans son diocèse, ce qui était inacceptable bien sûr. Le journal a bien raison, il vaut mieux laisser ses diocésains vivre athées dans la tranquillité plutôt que de les perturber avec la religion catholique. Cela dit, cette fois-là, trop, ce fut trop, et le très courageux évêque de Bayonne, Monseigneur Hayet, n'a pas hésité à dire qu'il ne fallait pas hésiter à boycotter le journal La Croix. Second exemple, dans le même ordre d'idées, l'archevêque d'Auxerre, Monseigneur Giraud, a fait un choix diaboliquement surprenant en préférant que la magnifique et si ancienne abbaye de Pontigny soit vendue dans d'obscures conditions financières par la région à un homme d'affaires pour le moins contestable qui souhaite transformer cette abbaye historique en musée d'art contemporain, c'est-à-dire en musée d'exposition de toutes les horreurs possibles et imaginables. Pourtant, la très remarquable fraternité Saint-Pierre avait fait une proposition d'acquisition de l'abbaye, sa proposition étant financièrement très supérieure à celle de l'homme d'affaires contestable. La fraternité voulait créer un séminaire au rayonnement international. C'en était trop pour l'évêque. La fraternité est vraiment trop catholique. Le prélat a donc préféré que ce site d'exception soit bradé en faveur d'un acheteur éminemment contestable et fort peu catholique. Troisième exemple, je ne reviendrai pas sur la sinistre affaire qu'a connue en 2020 le très remarquable et très catholique établissement de Saint-Jean-de-Passy à Paris. L'archevêque de Paris avait validé le renvoi dans des conditions scandaleuses de son excellent directeur, François-Xavier Clément, qui avait le seul tort d'être trop catholique, décidément. Pour l'Église catholique de France, il semble qu'être trop catholique devienne un péché mortel, susceptible de vous conduire tout droit dans le feu de l'enfer. La miséricorde, tarte à la crème actuelle, est pour tous, sauf pour les trop catholiques. Il ne faut pas exagérer quand même. Dans ces conditions, le monde catholique y perd son latin et fréquente de moins en moins les églises. Il est donc assez logique que les pratiquants réguliers ne représentent plus que moins de 2% de la population française contre 95% en juin 1789. Encore un effort, messieurs les évêques, et l'Église de France ne sera plus bientôt qu'un lointain souvenir. Je vous souhaite une très bonne soirée. À l'heure où près de 70% des Français se disent favorables à la mise en place d'un grand référendum sur l'épineuse question de l'immigration, les grands patrons, toujours à la pointe du progrès social, publient dans le journal du dimanche une magnifique et vibrante tribune qui pourrait s'intituler ainsi « Immigration, toujours plus ». C'est ce qui s'appelle être en phase avec l'état du pays. Cette tribune, c'est le bottamondain ou le wouzou comme vous préférez. Les patrons des groupes Accor, Barilla, BNP Paribas, Ikea, Ipsos, L'Oréal, Michelin, Sodexo et j'en passe, tous, ils y sont tous, que du beau monde. Ils se sont donné un beau nom, tous ces honorables personnages. Leur collectif s'appelle « Refugees are Talent », entre guillemets. In English, in the text. En français, ça se dit « Les réfugiés sont des chances pour la France ». On connaît la rengaine. Nos patrons en or en sont convaincus.
Ouvrez les guillemets. Chaque année, la France accueille 50 000 personnes réfugiées et autant de talents. Certains d'entre eux sont diplômés, d'autres non, mais tous ont des compétences et des expertises recherchées par les organisations et avant tout une forte volonté d'intégration. Fermez les guillemets. Il faut dire que cette forte volonté d'intégration, bien souvent fantasmée, fait bien leur affaire. S'il fallait payer tous ces travailleurs en fonction des exigences salariales des Français de souche, ça serait nettement moins drôle. La philanthropie, ça va bien 5 minutes, mais ça vaut surtout si ça rapporte. Tout de même, avouons qu'il ne manque pas de culot ces braves patrons aux comptes en banque bien dodus et soigneusement planqués dans leurs villas sécurisées de Garches, de Neuilly ou du 16e arrondissement de Paris. Ils sont très forts pour nous expliquer que les immigrés, c'est bien, mais pour bosser avec eux, à bas coût. Pour vivre en bas de chez eux, fréquenter les écoles de leurs enfants, s'installer sur le même palier qu'eux, certainement pas. Au CAC 40, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Oh, Charlot! C'est un peu comme avec le vaccin anti-Covid. Tous ces patrons ne regardent pas de trop près les effets secondaires. Quand on en tire profit depuis une tour de la Défense, les effets pervers de l'immigration, ça n'existe pas, naturellement. Avec toute bonne conscience, ils s'imaginent donc être en train de changer le monde pour bâtir un avenir, je les cite, avec un nouveau modèle d'entreprise où performance et solidarité vont de pair. Fermez les guillemets. C'est beau comme une encyclique du pape François. Vous y croyez, vous, à la performance solidaire? Moi pas. Continuez comme ça, messieurs, et la prochaine fois, l'on montera à 80% de Français de souche se prononçant en faveur d'un référendum anti-immigration. Beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir si le krach économique et financier, annoncé par de nombreux économistes sérieux, risque d'avoir lieu prochainement ou pas. Lorsque la crise liée au Covid s'est approfondie à partir du printemps 2020, en France, mais aussi dans le monde entier, il est apparu que tout cela pourrait se terminer par un krach magistral à la sortie de l'été 2020. Pourquoi ce krach n'a-t-il pas eu lieu alors que la production mondiale de richesse chutait, que le chômage augmentait partout, que les entreprises connaissaient de grandes difficultés, que les banques semblaient terriblement fragilisées, que le commerce international se contractait? Pour une raison simplissime, les pays occidentaux ont fait fonctionner la planche à billets dans des proportions inouïes. L'argent factice devait être distribué partout et en quantité considérable et l'on verrait plus tard comment gérer cette montagne de fausses monnaies. Les dettes publiques des États pouvaient augmenter autant que chaque État le voulait, ou presque, afin d'accompagner la crise. Il en est résulté un léger redémarrage de la production, un chômage apparemment contenu, mais cela au prix de facilités financières extraordinaires accordées aux entreprises et de liquidités considérables accordées aux banques par les banques centrales. Mais il en est résulté également une croissance invraisemblable des dettes publiques et privées et révèle que la politique menée depuis plusieurs trimestres par les nations développées s'apparente à un gigantesque château de cartes qui va s'écrouler prochainement. Je reviens donc à la question préalable. Quand aura lieu le krach ? Il semble plus que probable que tout sera fait par les élites économiques et financières mondiales pour maintenir la situation actuelle jusqu'après les élections présidentielles françaises. Car si le krach avait lieu avant, la réaction populaire se traduirait très probablement par un vote massif au printemps 2022 en faveur d'un candidat souverainiste qui balayerait la classe politico-médiatique qui a mené la France au désastre. Par effet de ricochet, un certain nombre de grands États pourraient connaître la même évolution, ce qui serait, pour la dite caste mondialiste, un véritable désastre. Il me semble donc que la probabilité que nous soyons à peu près tranquilles pendant les 10 mois qui viennent est assez grande, sauf événement imprévu, bien sûr.
Mais ne nous leurrons pas, le volcan commence à gronder et comme l'avait si bien dit Alain Peyrefitte en son temps, quand le volcan s'éveillera, la France tremblera. Je vous souhaite tout de même une très bonne soirée. La culture woke, racialiste et indigéniste, n'en finit pas de faire des petits. Curieux pour des gens qui prônent le malthusianisme et la dénatalité? La somme des âneries que nous devons à cette dangereuse et nouvelle idéologie progressiste et déversée dans les médias occupe à elle seule plusieurs dizaines de serveurs informatiques à travers le monde et contribue ainsi au réchauffement climatique par la croissance de la consommation électrique. Je te couperai le courant vite fait à ces braves gens, moi. Ça nous permettrait d'avoir des vacances et de protéger la planète en prime. La dernière création ou trouvaille des wokistes consiste à imaginer de prendre une actrice métisse pour incarner l'héroïne Blanche-Neige dans un prochain film de contes de fées. Curieux choix d'ailleurs, car Blanche-Neige, c'est un titre qui, à soi seul, évoque la tyrannie suprémaciste blanche. Pourquoi choisir d'en faire une interprétation cinématographique? Si je me rappelle bien les termes exacts du conte de mon enfance, Blanche-Neige, c'est les cheveux noirs comme l'ébène, des lèvres rouges comme le sang et la peau blanche comme la neige. Plus stéréotypé, tu meurs. Du cliché raciste à la louche. Il fallait donc bien que l'industrie hollywoodienne s'attaque à ce scandale, d'où l'invention du siècle, confier le rôle à une métisse. Ça, c'est fortis pour casser les préjugés et faire en sorte, accessoirement, que l'histoire ne veuille plus rien dire. Alors, je suis allé me renseigner pour voir la bobine de la métisse en question, tant vantée par la presse progressiste. Et là, quelle ne fut pas ma stupeur. Tu parles d'une métisse. En fait, l'actrice pressentie pour le rôle de Blanche-Neige n'est pas du tout la cousine d'Assa Traoré, ni le sosie de Kamala Harris, ni même la fille de Michelle Obama. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle est née d'une mère colombienne et d'un père polonais. Elle est charmante d'ailleurs, cette jeune femme, et elle a des traits qui, effectivement, peuvent rappeler le bon vieux dessin animé du père Disney de 1937. Seulement, nos meilleurs ennemis, les wokistes, éveilleurs des consciences occidentales, n'ont tellement rien à se mettre sous la dent dans le néant de leur vision du monde rabougri qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui coller l'étiquette métisse sur le front en espérant que ça ferait du buzz. Moi, je trouve qu'une polono-colombienne qui a les lèvres rouges comme le sang, la peau presque blanche comme neige et les cheveux noirs comme l'ébène, ça n'est pas très transgressif et je reste un peu sur ma faim. J'attends donc avec impatience une nouvelle version avec, dans le rôle de Blanche-Neige, un acteur afro-américain qui aurait choisi d'être femme, comme le proposait en son temps la Simone de Beauvoir, la copine à Jean-Paul Sartre. Voilà qui serait vraiment progressiste et transgressif. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très bonne soirée.